Je fais l'appel. Jean-Claude Husson, présent. Joël Niemi. Présente. Jean-Michel Bruno. Présent. Aurore Collin. Présente. Joseph Deroff. Présent. Brigitte Poincelin. Présente. Daniel Vitura. Présent. Véronique Papin. Présente. Pierre Couble. Henri Offenloch. Présent. Janine Cohen. Marie-France Périou. Gilles Raveau. Présent. Catherine Rogowski. Présente. Alice Rividi, pouvoir à Catherine Rogowski. Luc Dumay. Jean-Luc Alizon. Pierre-Jean Aubertin. Présent. Jean-Louis Barrault. Présent. Lionel Horry. Présent. Michel Bretagne. Carole Tingry, pouvoir à M. Husson. Madame Riera, pouvoir à Madame Collin. Colette Ducastel. Présente. Christian Hilleret. Présent. Annie Labox, pouvoir à Christian Hilleret. Alain Vidril. Présent. Bertrand Bruno. Présent. Sandrine Zec. Présente. Merci. Je souhaite la bienvenue à Henri Offenloch. On t'a installé au dernier conseil, mais tu n'étais pas là parce qu'on avait avancé un peu le conseil. Mais en tout cas, je te souhaite voilà, la bienvenue. On a pu déjà t'accueillir pour te présenter les dossiers en cours. Merci Henri. Nous avons 12 points à l'ordre du jour. Je vous propose d'avoir un 13e point sur une aide éventuelle à discuter pour les sinistrés de l'Aude. Voilà. Est-ce que quelqu'un est contre cette délibération qui est rajoutée à la dernière minute? Personne, donc on discutera ça au point numéro 13. Pouvoir, c'est fait. Alors, nous avons parmi les interventions, les arrivées, donc vous savez que Gaël Cargoache a quitté la collectivité puisqu'il est devenu directeur général des services de l'intercommunalité de Dourdan. Et puis, nous avons un avis de versement d'une subvention à d'Île-de-France Mobilité pour la mise aux normes des arrêts de bus pour un montant de 186 755 €. J'ai reçu un courrier du président de l'intercommunalité nous informant qu'ils vont fermer ou qu'ils ont fermé le point info énergie sur notre commune. Nous verrons le compte-rendu du rapport de l'interco dans le cours du conseil. Décision numéro 77, aménagement de voirie lié au nouveau plan de circulation. C'est une MAPA, donc attribuée à Cité Environnement pour un montant de 498 711,60 € TTC. Décision numéro 78, fixant le tarif de la sortie Club Collège Escape Game du 21 septembre 2018 pour 5 € par personne. Décision numéro 79, contrat de cession pour la pièce de théâtre Les Filles aux mains jaunes, le 11 novembre 2018 pour 7 817,20 € TTC. Décision numéro 80 fixant les tarifs des places pour la pièce de théâtre Les Filles aux mains jaunes, le 10 novembre 2018. Gratuité sur invitation, 12 € tarif réduit et 18 € c'est pour le plein tarif. Décision numéro 81, adhésion des tickets jeunes Art Passion Arnolfien. Il n'y a rien de particulier, c'est l'adhésion. Décision numéro 82, fixation du tarif de la sortie 16-25 Escape Game pour le 12 octobre. C'était 5 € par personne. Décision numéro 83, fixant le tarif du stage BAFA du 20 au 27 octobre 2018. 200 € pour les Arnolfiens, 285 € pour les extérieurs. Décision numéro 84, convention d'occupation temporaire du domaine public pour le truck à pizza, 7,50 € par jour d'activité. Décision numéro 85, fixant les tarifs de l'ALSH, les copains d'abord, applicables à compter de l'année scolaire 2018-2019. Ensuite, décision numéro 85B, MAPA, travaux de réfection de voirie, pour Cité Environnement, 49 994,40 € TTC. Décision numéro 87, fixant le tarif de la sortie au salon Paris Games Week du 27 octobre pour un montant de 5 € par personne. Décision numéro 88, fixant le tarif de la sortie bowling du 19 octobre 2018, 5 € par personne. Décision numéro 89, marché relatif à l'aménagement du jardin du souvenir avec la société Sévillaire pour un montant de 27 729,40 €
et 90 centimes TTC. Note de synthèse numéro 1, finance, budget 2018 de... Ah, le compte-rendu. Ah oui, mais c'est pas dans l'ordre. La secrétaire de la séance, Madame Bretagne. Vous avez 2 PV. Et j'ai 2 PV. Où sont les PV? Donc le PV du 26 juin, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Madame, oui, c'est Lamotte, Madame Ducastel, Monsieur Léret, Monsieur Vidril, Monsieur Bertrand Bonneau, Madame Zec, qui est pour adopter à la majorité. Approbation du procès verbal du 11 septembre. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Ducastel, Madame Lamotte, Monsieur Léret, Monsieur Vidril, Monsieur Bertrand Bruno, Madame Zec, qui est pour adopter à la majorité. Merci. Note de synthèse, donc numéro 1, je donne la parole à Monsieur Doroff. Ok, budget 2018 de la commune, décision modificative numéro 6. Le budget principal de la commune nécessite l'adoption d'une décision modificative numéro 6 afin d'intégrer divers ajustements. On va faire modifier le budget fonctionnement de 8 789 €, tant en recettes qu'en dépenses bien entendu, et 13 055,75 € pour ce qui concerne l'investissement. Je dirais l'ensemble des dépenses et des recettes sont détaillées sur le tableau qui est joint. Si on regarde au niveau de la section fonctionnement, on a des recettes pour 7 130 €. En fait, c'est une dotation de subvention qui vient en plus de ce qu'on avait mis au budget primitif. Et également plus 1 659 € qui sont liés à des versements par je crois que c'est un groupement de rattachement sur les dépenses énergétiques. Parmi les dépenses de fonctionnement, on a 4 485,23 €. C'est lié au nettoyage périodique du terrain synthétique qui n'avait pas été mis au budget. Ensuite, la dépense principale, ça va être un virement à la section fonctionnement pour 9 260,75 €. Les honoraires, 3 000 € sont balancés par une diminution des rémunérations de la même somme, 3 000 €. Bon, ensuite, on a également au niveau impôts et taxes, on a plus 3 000 sur un compte et moins 3 000 sur un autre compte. Ça s'annule donc. Donc, total fonctionnement, dépenses 8 789 € et la même somme au niveau des recettes. Pour ce qui concerne l'investissement, on a au total 13 055,75 €. Au niveau des recettes, ce sont des dotations en plus pour 3 795 € et le virement de la section de fonctionnement qu'on va voir tout à l'heure pour 9 260,75 €. Les recettes, on a des recettes des dépôts et cautionnements pour 5 514 €. Non, pardon, c'est des dépenses qu'on a en plus, pardon, excusez-moi. Ensuite, les dépenses essentielles, c'est la ligne numéro 9, autres bâtiments publics pour 29 000 €. Ce sont des travaux au niveau de la ressourcerie qui n'avaient pas été mis au budget au préalable, et également des travaux au niveau des locaux associatifs pour 24 875,38 € qui sont financés par 61 082,75 € qu'on retire du budget autres bâtiments publics. C'était le fameux budget de la Maison des Jeunes et de la Culture qui ne va pas être fait cette année, donc on a pu retirer cette somme-là. Le tout s'équilibrant au niveau investissement à 13 055,75
385,75 € en dépenses et en recettes. Voilà pour ce qui concerne cette décision modificative. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, des remarques? Pas de remarques, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Ducastel, Madame Lamotte, Monsieur Hilleret, Monsieur Vidry, Monsieur Bertrand-Bruno, Madame Zec, qui est pour? Adopté à la majorité. Note de synthèse numéro 2, budget 2018 du cinéma, décision modificative numéro 1. Je donne la parole à Monsieur Deroff. Bien, pas grand-chose au niveau de cette décision modificative, simplement en fonctionnement, on met en recette 13 000 € de plus par le fait qu'on a, je dirais, des recettes en plus de ce qu'on avait mis au budget pour financer 12 600 € de frais divers. En fait, ce sont le réajustement des reversements de recettes aux distributeurs. Bien évidemment, dans la mesure où on a plus de rentrées, on a forcément des virements à faire au niveau des distributeurs. Le tout s'équilibrant à 13 000 €. Et puis on a également 400 € qui sont des frais de port qui est dû à la maintenance numérique qu'on n'avait pas prévue. Voilà. C'est tout ce qu'il y a au niveau du budget du cinéma. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Est-ce qu'il y a des remarques? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté à l'unanimité. Merci. Note de synthèse numéro 3 sur la future maison médicale. Engagement de la commune pour la contractualisation avec de futurs médecins. Je donne la parole à Madame Papin. Il est rappelé au conseil municipal qu'il a, par délibération numéro DC 2017-073, en date du 21 novembre 2017, officialisé sa candidature à l'appel à projet départemental en vue de la création d'une maison médicale à Saint-Arnaud-en-Yvelines. À l'instar d'autres communes, la démographie médicale de Saint-Arnaud-en-Yvelines va diminuer à court terme avec le départ en retraite de plusieurs praticiens. En effet, on recense aujourd'hui 7 médecins généralistes en exercice. Cependant, 4 d'entre eux sont âgés de plus de 60 ans et seulement 2 ont moins de 50 ans. La situation de l'accès aux soins des habitants de la commune est déjà préoccupante. En effet, le délai moyen actuellement observé pour obtenir un rendez-vous auprès d'un médecin généraliste est de l'ordre de plusieurs jours. La commune a donc candidaté à cet appel à projet et son pré-dossier a été étudié en commission le 12 juillet 2018. L'engouement des communes du département des Yvelines a été nettement au-delà de ce que le conseil départemental avait estimé. Au total, 23 pré-dossiers ont été présentés. 4 ont été définitivement rejetés, 10 ont été retenus, 9 ont été ajournés jusqu'en novembre pour complément d'information. Saint-Arnaud-en-Yvelines fait partie de ces derniers. La première enveloppe budgétaire sera consommée par les 10 premiers dossiers retenus. C'est pourquoi le conseil départemental des Yvelines a décidé de majorer les crédits alloués à ce projet. Une seconde commission aura donc lieu la première quinzaine du mois de novembre. Notre dossier y sera alors représenté. La prise en compte du risque de désert médical sur notre secteur et la nécessité d'agir ont été soulignées lors de la commission. L'intérêt de notre dossier est donc reconnu. Cependant, un point faible de notre dossier a été identifié selon les critères du conseil départemental qui nous encourage à renforcer la composition de notre équipe médicale. Pour pallier ces difficultés et répondre à l'appel à projet du conseil départemental, il est indispensable d'attirer de nouveaux médecins sur la commune et de trouver une solution innovante. C'est dans ce cadre qu'il est proposé au conseil municipal de s'engager sur une contractualisation avec ses futurs médecins. Pour ce faire, il est proposé de rechercher des internes en médecine générale en fin de cursus universitaire et de contractualiser avec eux le versement d'une bourse d'études et de projets professionnels de l'ordre de 1 000 € mensuels sur une période maximale de 24 mois comprise dans les 2 dernières années de l'internat. En contrepartie, l'interne bénéficiaire de la bourse s'engagera à exercer son activité en libéral sur le territoire de la commune, en l'occurrence la future maison médicale, pour une durée minimale de 5 années successives.
La pratique dans ces conditions devra porter sur un temps de travail hebdomadaire ou annuel équivalent à un temps plein. Ce dispositif existe dans de nombreuses collectivités et permet d'attirer de jeunes médecins. Compte tenu des risques pesant sur le territoire en termes d'offres de santé, il est indispensable d'y recourir. Dans l'hypothèse où cette mesure ne serait pas suffisante, il est également proposé au conseil municipal de réfléchir à un éventuel engagement futur de la collectivité pour salarier des médecins généralistes. Il est donc proposé au conseil municipal de s'engager pour valider la possibilité de contractualiser avec des internes en médecine le versement d'une bourse d'études et de projets professionnels en contrepartie de laquelle le bénéficiaire devra exercer sur la commune, approuver les termes de la convention afférente, autoriser Monsieur le maire à engager des démarches pour trouver des étudiants susceptibles d'entrer dans ce dispositif et de signer les conventions afférentes, acter la réflexion relative à un éventuel engagement futur de la collectivité pour salarier les médecins généralistes. Cette proposition a été approuvée à l'unanimité par la Commission des finances en date du 8 octobre 2018. L'annexe suivante a été transmise aux membres du conseil municipal. On va faire un correctif. Bah, j'en- Je suis en train de discuter. Attends, Vas-y, vas-y. Je termine et je fais le correctif parce que j'ai posé la question juste avant. Je me suis dit, ça c'est bizarre. En annexant, vous pouvez trouver le projet de convention fixant les conditions d'attribution par la commune de Saint-Armand-en-Yvelines d'une bourse d'études et de projets professionnels. Vous êtes priés d'en délibérer. Donc je fais le correctif tout de suite parce qu'évidemment les élus qui étaient présents, moi y compris, nous avons bien noté qu'il n'y avait pas de vote à l'unanimité, mais qu'il y a eu 2 votes contre lors de la commission des finances. Donc c'est un vote à la majorité qui a été fait, que c'est important de corriger. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'avais quelques questions. La première, je me pose la question sur les médecins de Saint-Arnaud qui les retours. Pourquoi aujourd'hui les médecins, Pardon? les médecins de Saint-Arnaud? Oui. Pourquoi les médecins de Saint-Arnaud aujourd'hui finalement ne soutiennent pas le projet ou ne viennent pas au projet ou qui est intéressé? C'est la première question. Je ne participais pas à la commission aujourd'hui. Bien sûr. La deuxième, je trouve que la bourse d'études, c'est une bonne idée, je n'ai pas de sujet là-dessus. Il y a juste une petite chose, c'est quelles sont les villes, est-ce que vous avez des villes déjà en tête qui ont fait ce genre de choses, et quels ont été les résultats finalement de ça? C'est intéressant de savoir. La convention, je l'ai lu attentivement, ça reste une convention, juridiquement une convention, c'est pas toujours simple à appliquer, et notamment lorsque il y a finalement un non-respect de la convention. Tant que la convention est respectée, tout va bien, comme dit. Mais, et donc, d'une manière, je dirais, plutôt juridique, est-ce que toute la partie, on va dire, le respect de cette convention de remboursement et autres, a été pour le moins visée par un juriste qui, quand même, nous couvre là-dessus? Parce que demander à des internes, enfin, qui deviennent effectivement médecins, parce qu'ils auront fait 3 ans chez nous et qu'ils partiront pour diverses raisons, et les raisons pourraient être aussi des vraies raisons, je veux dire, familiales, autres, professionnelles, enfin, on ne peut pas savoir. Donc, ils peuvent mettre en porte-à-faux, on va dire, cette convention, et donc, du fait que la raison est valable. Donc, je pense que l'idée est bonne, je la vois très bien faire attirer les jeunes, c'est un vrai sujet, mais je pense que cette convention, elle a peut-être besoin d'être peut-être un peu plus appuyée. C'est sur ces choses-là. Et le dernier point sur lequel je mets un avis plutôt défavorable, c'est sur la proposition éventuelle numéro 3, qui est la proposition d'une ville, en fait, à se mettre à la place d'un médecin, finalement, une profession libérale, de venir et de subvenir à cette profession par l'intermédiaire de la prise en charge, et donc financière, directe, parce que quand on va prendre en charge financièrement, finalement, ces médecins, on aura aussi la prise en charge, au-delà de la gestion future du local, qui restera, sauf si une vocation différente, mais qui restera à la charge de la ville, en location, ça on a une gestion là-dessus, mais là, pour le coup, au-delà de ça, on aura aussi la gestion derrière de l'établissement lui-même. Donc on ne portera pas que les médecins,
ou les médecins, mais on portera aussi toute la gestion des médecins. Donc ça nous emmène quand même, et c'est juste une réflexion hein, vis-à-vis des élus qui sont ici, à se dire oui, c'est peut-être une piste, mais avant que cette piste elle soit en tout cas éludée, votée ou autre, ça ne reste qu'une piste. Et finalement, dans la délibre, ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'on parle effectivement à un moment donné d'un éventuel futur engagement de la collectivité, mais dans la délibération, on notifie quand même que ce n'est pas un éventuel futur engagement qui pourrait avoir lieu d'un accord du conseil municipal par la suite, finalement. On dit que finalement, on prend cet engagement si jamais le premier ne marche pas. Ça me gêne un tout petit peu dans la façon de proposer cette délibération. Voilà. Et tant qu'à dire au fond de mes pensées, moi je suis pour plutôt. Mais là, il y a un petit sujet qui me gêne sur cet engagement à aujourd'hui. Bon, elle peut exister, mais il faut qu'on y réfléchisse quand même d'une manière plus globale. Voilà. Tu veux répondre, sachant qu'il ne peut pas y avoir de réponse nominative sur le premier point, nos médecins soutiennent la maison médicale. Les deux seuls qui ne soutiennent pas vont rapidement partir en retraite et c'est peut-être garder leur pavillon. Ce qui fait que voilà, le local, il va falloir le trouver pour trouver les remplaçants. Je n'ai pas dit non, mais on imagine de qui je parle. Mais voilà, tout le reste, ça soutient. Donc, grâce au travail des services et aux discussions, voilà. Je ne sais pas si ça suffit hein, comme réponse. Ensuite, les autres ont signé. oui, tout à fait. Ils sont engagés à venir dans la maison. Oui, tout à fait. Oui. C'est un engagement, voilà, c'est un engagement qui reste écrit mais moral, puisque comment s'engager quand on ne connaît pas encore le loyer. Enfin, il y a un moment, ça c'est la discussion qu'on a eue avec le département. Je veux dire, vous ne pouvez pas demander aux médecins de s'engager fermement. Ça dépendra des conditions matérielles d'accession au cabinet. C'est évident et on était d'accord avec Georges Bénizet sur ce sujet, parce que bon, personne n'est incapable d'anticiper un tarif hein, quand un bâtiment n'est même pas encore construit. Le deuxième point, c'était... Le deuxième point, c'est la retour d'expérience des villes qui sont connues, qui ont fait effectivement des bourses d'études. Il y en a très peu, on est plutôt sur des départements et des régions. J'ai pas d'exemple de ville hein, qui a fait ça. Mais nécessairement, il faut savoir que nous, on est prioritaire dans le schéma du département. Mais on est nombreux, puisque quand même 23 dossiers déposés, ça montre quand même qu'il y a du monde. Par contre, on n'est pas, pour l'instant, prioritaire dans le schéma de l'agence régionale de santé. C'est ce qui fait que ça affaiblit un peu notre dossier. On n'est pas prioritaire parce qu'on a encore les médecins. Mais on sait qu'il faut les faire venir avant que les autres partent, si on veut créer du lien, créer une dynamique, etc. Et c'est parfaitement compris par le département. Donc toutes les possibilités pour améliorer le dossier et puis surtout pour faire venir des médecins, parce que clairement le problème se pose, c'est qu'il y a des concurrents, je veux dire des communes qui cherchent des médecins, qui font des films de présentation de leur commune, qui investissent. Voilà, on n'est pas les seuls. Déjà rien que dans les Yvelines, 23 dossiers. Donc vous imaginez bien que il y a des concurrents. Je pense qu'on a des atouts néanmoins. Et donc l'idée, c'est d'utiliser tous les moyens à notre disposition pour attirer des médecins. Sur la délibération, évidemment, aujourd'hui, ça n'engage pas, puisqu'il n'y a pas de signature avec des médecins et le budget n'est même pas engagé. Hein, ça dépendra des discussions sur le budget 2019. Et donc, on aura sans doute le temps, si c'est nécessaire, de revoir le dossier, sachant que cette convention a déjà été relue par les associations professionnelles des médecins qui accompagnent juridiquement, etc., les médecins. Mais ça n'empêche pas de la revoir. Là, le dossier doit être déposé pour le 26 octobre, donc il faut que l'on fasse. Sur l'aspect salariat, c'est aussi dans le cadre du dossier, je pense que ça aurait pu être séparé ou pas, peu importe. Là, il y a une expérience intéressante dans la Sarthe, à la Ferté-Bernard,
Il y a pratiquement tous les maires de France intéressés qui vont voir là-bas ce qui s'y passe. On a eu plusieurs contacts avec eux pour évaluer le risque, voir quels seraient les coûts, quels sont les moyens à mettre en place, et on pourra aller les revoir si on souhaite avancer là-dessus. L'association professionnelle de médecins nous a quand même indiqué que c'était pas si simple de mélanger des libéraux et des salariés. Ça, c'est une difficulté. Mais là, l'idée, c'est d'ouvrir les portes et puis on utilisera s'il faut. Les jeunes médecins voient les choses différemment de leurs prédécesseurs. L'idée, c'est de faire 35 heures. C'est aussi de s'occuper de ses enfants, que ce soit hommes ou femmes, hein, d'ailleurs. Et surtout, il y a pour les médecins, nos médecins, quand on discute avec nos médecins actuels, il y a vraiment un ras-le-bol du travail administratif qui est très important. Certains ont une secrétaire ou pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui ne ravit pas les jeunes médecins et qui voudraient bien s'en affranchir. Et le salariat est un moyen de s'affranchir du travail administratif autour du cabinet médical. Donc c'est une possibilité. Après, on aura bien le temps de réfléchir à ça. Le point, c'est de passer au mois de novembre. Si on passe pas au mois de novembre, va falloir voir comment on fait. C'est-à-dire qu'on n'aura pas le financement du département. Et il y a encore des concurrents. Donc il faut passer l'étape du mois de novembre. Il y aura encore beaucoup de travail après, et le projet sera, si le principe est adopté par le département, le projet sera encore amendable. On peut même passer d'un pied à l'autre, c'est-à-dire soit financement du département, soit financement de la commune. On peut encore changer des choses, on peut recalibrer le nombre de cabinets. Tout ça, ça fait partie de la discussion qu'il pourra y avoir après. Donc c'est vraiment, en novembre, un accord de principe avant de pouvoir aller de l'avant. Se dire, bon, c'est bon, le département est avec nous, maintenant, on va de l'avant avec eux. Voilà. À peu près. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Oui, monsieur Liret. Est-ce qu'on peut revenir en arrière en parlant de la commune si les conditions financières n'intéressent pas les médecins quand on va chiffrer les loyers? Et est-ce que la commune peut revenir en arrière? Parce qu'il ne faudrait pas que les médecins diraient non au dernier moment et puis qu'il y a un bâtiment de libre et qu'il faut rembourser. Aujourd'hui, il n'y a aucun engagement de la commune et même les dernières discussions montreraient que ce serait... le département financerait et pourrait même laisser la commune en gestion. Enfin, il y a toute une discussion. Alors, c'est une discussion assez floue parce qu'il n'y a rien d'écrit et c'est les contacts qu'on a. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment un accord de principe au mois de novembre et après, on pourra voir ce qu'on fait dans le cadre du cadrage du projet. Il est évident qu'on ne va pas s'amuser à prendre tous les risques et dire on va couvrir tout le cabinet. Enfin, et à un moment, il faut que le département... Voilà. Il faut qu'on soit là pour accompagner, si on veut aussi que le cabinet existe, que les médecins viennent. Donc il y a beaucoup de travail. Mais ça va être affaire de discussion. Et puis de calcul budgétaire, de toute façon. De calcul de risque aussi. Aujourd'hui, si on devait faire une maison médicale de 14 cabinets, on a 15 signatures aujourd'hui. 15 signatures pour occuper la maison médicale. Donc l'équipe est là. J'espère que ça portera et aidera le dossier. Mais après, il faut qu'on passe cette étape de novembre et après on pourra voir comment on recale tout ça. Oui. Donc on parle de concurrence, de 9 dossiers qui doivent être représentés, c'est bien ça? Oui. On sait combien, est-ce qu'il y en a un nombre maximum qui va être retenu? Et est-ce qu'on sait un seul sur les 9? Non, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de... Non. Le département va revoter des budgets, donc tout dépend de sa volonté. Le département s'est rendu compte, c'est les discussions qu'on a tant avec le nouveau conseiller départemental, Xavier Caris, qui a... Dès sa nomination, il est allé voir le président du conseil départemental. Il avait 2 dossiers en main, notre cabinet médical et le haras des Brévières. Voilà. Donc il a pris vraiment les choses en main. Très clairement, les discussions qu'on a avec le département, c'est qu'il n'y a pas de limite pour l'instant. Eux, c'est la limite budgétaire, parce qu'il va falloir financer quand même derrière.
Mais ils ont bien noté qu'il y avait un très fort besoin sur l'ensemble du département et ils ont la volonté de faire. Maintenant, moi, je ne suis pas dans les conseils départementaux. La question suivante, c'était comment on se positionne par rapport aux 8 autres, quoi. J'ai même pas la liste des autres communes retenues déjà. Alors, on vient d'avoir la notification, la nôtre, il y a 2 jours. Ça n'est pas prioritaire par rapport à l'agence régionale de santé. Oui, le département ne regarde pas nécessairement que ça. Il a d'autres objectifs. Mais on n'a pas la liste des communes qui ont été reçues déjà. On a reçu la notification il y a 2 jours, alors peut-être que les services pourront aller voir, ou c'est peut-être déjà publié sur le site du département. Donc dire quelle est la liste des 9 autres, je ne sais pas. Non, on n'a pas. Jean-Luc, oui. Je pense que c'est un projet qui est effectivement extrêmement important pour la commune. On a déjà parlé à plusieurs reprises. Je suppose que lors du prochain conseil municipal, puisque dans le soumettre dossier et que les décisions sont prises au mois de novembre, on aura des retours. Là, pour rebondir sur la phrase qui est un peu poétique, là, acter la réflexion relative à l'éventuel engagement de la collectivité pour salariés des médecins généralistes, je pense qu'on va par la suite de nouveau en discuter. Oui, bien sûr. Je pense que acter la réflexion relative à l'éventuel engagement, c'est très faible. C'est pas mal. Je vais des poètes. Effectivement, si on va travailler sur le prochain. Ah non, nécessairement, ça repasse d'abord par une décision ferme de faire, une discussion sur les budgets, sans doute même l'organisation d'une commission spécifique pour gérer tout ça. Enfin, je ne sais pas comment on va faire, mais c'est complexe. Hein. C'est du travail. Je voudrais connaître les critères de l'ARS pour annoncer qu'on n'a pas un dossier prioritaire. Je n'ai pas le détail, mais globalement, on n'est pas ceux qui manquons le plus de médecins, on va dire. Je vais le dire comme ça, puisqu'on a quand même... Oui, c'est le médecin actuel, je sais, mais on sait que nos médecins refusent maintenant d'être référents pour de nouveaux patients, mais on a plutôt plus de médecins qu'ailleurs. Voilà. Même s'ils sont âgés, ils ne tiennent pas compte de l'âge. Ou plutôt, ils le savent, hein, ils en tiennent compte, ils ont tout ce qu'il faut, mais c'est une question de priorisation, etc. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Monsieur Hilleret, Monsieur Vidry, qui est pour ? Adopté à la majorité. Voilà. Juste Monsieur. Non, mais c'est seulement Monsieur Hilleret et Monsieur Vidry qui se sont abstenus. Et Madame Lamotte, non, elle a voté pour. Elle a voté pour. Oui, elle a voté pour. Alors, qu'est-ce que vous me dites là ? C'est pas moi, je rien dit. Je regarde pas comme ça, j'ai rien dit. Elle n'est pas là, mais elle a voté pour, j'ai vu. Et j'ai vu. Et j'ai pas vu dans la majorité, c'est la majorité. Oui. Note de synthèse numéro 4, affaires générales, adhésion à la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Le conseil municipal est informé que la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies est une association nationale placée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 qui compte actuellement un peu plus de 800 adhérents et qui intervient principalement dans 4 secteurs d'activité, énergie, cycle de l'eau, numérique et déchets. Son conseil d'administration est composé d'élus nationaux et territoriaux. La FNCCR est un organe d'expression collective d'élus responsables de l'organisation de services publics locaux et propose aux collectivités adhérentes différents services, réponse à des questions particulières sur les domaines entrant dans les objets de la fédération, notamment la réglementation relative à ces différents domaines, les relations avec les usagers, les délégataires et les pouvoirs publics, les passations de marchés et conventions, la gestion directe en régie. L'animation de groupes de travail et d'échanges d'expériences entre adhérents, la veille et action auprès des parlements nationaux et européens lors de la discussion des textes législatifs, représentation des adhérents dans les instances ou groupes de travail et de concertation avec les pouvoirs publics au niveau national et européen, élaboration de modèles de documents techniques ou administratifs, site internet dont une partie accessible par code réservé aux adhérents, diffusion de lettres d'information. L'adhésion à cette association permettrait à la commune de bénéficier de l'accès à l'ensemble de ses services, ce qui serait très utile dans le cadre de son activité quotidienne. Et donc il y a plusieurs compétences au sein de l'association, avec plusieurs adhésions différentes. Là, il s'agit de la compétence ou du domaine numérique, mutualisation informatique et e-administration.
Nous connaissions cette association puisque nous y avions adhéré lorsque nous avions repris l'assainissement. Nous avions adhéré à la compétence assainissement. Et donc pour cette compétence utilisation informatique et e-administration, l'adhésion est égale à 0,13% des dépenses de fonctionnement afférentes à l'activité informatique figurant au dernier compte administratif connu, avec un plancher de 700 € et un plafond de 4 800 €. Le montant en année pleine pour Saint-Arnoult serait donc de 700 €. Les crédits nécessaires seront prévus au budget 2018. Il est ainsi proposé au conseil municipal de bien vouloir prendre acte des statuts de l'association FNCCR, d'approuver l'adhésion de la commune de Saint-Arnoult à cette association pour la compétence mutualisation informatique et e-administration à compter du 1er novembre 2018. Cette proposition a été approuvée à l'unanimité par la commission des finances du 8 octobre 2018. Les annexes suivantes ont été transmises, les statuts et le dossier de demande d'adhésion. Vous êtes priés d'en délibérer. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. C'est une question, une remarque. On adhère à des syndicats, on adhère à des associations, on adhère à tout un tas de trucs. Oui. J'avoue que moi je suis un peu paumé maintenant. Je ne sais plus quelle association on adhère à cette association-là. Pourquoi là on adhère à ça? Moi je vais m'abstenir parce que ça serait bien qu'on ait un récap un peu de toutes les associations, tous les syndicats dans lesquels on est. Et les compétences de chacun, parce que franchement, là, moi, je suis complètement perdu. Donc, sur celui-ci, je vais m'abstenir. En plus, j'ai pas lu la note. C'est une bonne question. On peut adhérer à plein de trucs, c'est formidable. Et tu as parfaitement raison là-dessus. Concernant les associations de maires, nous adhérons à 2 associations. Trois. L'association des maires d'Île-de-France, l'Union des maires des Yvelines et l'association des maires de France. Nous n'adhérons pas à l'association des petites villes, nous n'adhérons pas à l'association des villes rurales, et je peux faire la liste pendant longtemps. Donc on prend les 3 essentiels, point. L'autre phénomène, et c'est le point important, c'est qu'effectivement on adhère à un certain nombre d'associations. Par exemple, on a adhéré il y a 3 ans ou 4 ans à Villes et Villages Étoilés. C'est une association qui nous a beaucoup aidé dans le cadre de la mise en place de l'éclairage public. Et qui nous a beaucoup conseillé sur le type d'éclairage à mettre en œuvre et qui nous a alerté. Donc on monte le dossier, on a monté le dossier 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'ai eu la question récemment parce qu'il faut renouveler le dossier pour l'année prochaine. Et j'ai dit, c'est pas la peine de travailler là-dessus. Parce que on va terminer, on doit recevoir, je crois que c'est demain, ou c'est aujourd'hui on les a reçus, en fait, nos lampes LED. Donc les dernières, donc on va finir l'installation des 600 lampes LED basse hauteur, entre 3 mètres et 3 mètres 50, c'était notre projet. Les autres c'est un peu plus complexe, il faudrait y réfléchir. C'est-à-dire qu'on va avoir fini le travail qu'on voulait faire. Donc ça sert à rien de continuer à adhérer à une association pour se faire plaisir. C'est pareil pour Ville Internet. On avait les 2 arrobas. Je ne sais pas si on est toujours adhérent, je crois que ça va se renouveler l'année prochaine. Ils nous gardent un certain temps dans les fichiers, mais l'intérêt pour moi, c'est pas d'avoir 2 arrobas, 2 étoiles ou je sais pas quoi. L'intérêt, c'est d'apprendre. L'intérêt, c'est autour d'un projet. Ville Internet, c'était sur l'Internet et puis sur certains usages. Donc après, quand on a mis en place ce qu'on voulait, là c'était plutôt le collaboratif qui nous intéressait à l'époque. Et donc on va chercher les expériences, et là c'était sur Internet, mais on va chercher les expériences des autres communes pour s'en nourrir. C'est ça le but. Là, l'intérêt de cette compétence, c'est mutualisation informatique et e-administration. C'est un de nos points faibles maintenant. C'est la e-administration, c'est de permettre, à travers le site internet ou tout autre outil, d'avoir une gestion, une relation différente avec les Arnolfiens. C'est-à-dire que ceux qui ne souhaitent pas venir en mairie, qui ont les possibilités technologiques et de connaissances, qui veulent faire inscrire leurs enfants aux écoles ou des choses comme ça, enfin tout type de service, par Internet plutôt que de venir à l'accueil. Si on fait 30, 50, 70% des Arnolfiens qui font comme ça et qui simplifient un peu les démarches,
avec l'idée derrière que les données entrées vont directement dans nos systèmes d'information. Il ne s'agit pas qu'il y ait de la ressaisie. Donc il y a tout un système à mettre en place. Donc l'idée, c'est de partager avec d'autres communes qui font ça. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir moins de travail, ça veut dire qu'on va se concentrer sur ceux qui ont plus de difficultés ou n'ont pas envie, c'est le choix de chacun, d'utiliser Internet. C'est ça qu'il y a derrière cette compétence. Donc c'est pour nourrir d'autres projets sur la e-administration et travailler un peu différemment sur ces sujets-là. Alors les deux autres associations, c'est l'ADULAC. L'ADULAC, ça c'est nouveau depuis le mois de mai, c'est les logiciels libres, donc j'en ai parlé déjà. Et donc c'est un peu concomitant avec la e-administration. Je pourrais expliquer les points sur l'intérêt du logiciel libre, on en a parlé je crois au mois de juin ou au mois de mai. Et puis la dernière, effectivement on peut poser question, mais c'est l'association de sauvegarde des moulins. Voilà. Sauvegarde des moulins, oui, c'est la question. Qu'est-ce qu'on fait de nous? On a un moulin, c'est le moulin neuf. Voilà. Est-ce qu'il faut continuer à adhérer à l'association? C'est vrai que là, c'est plutôt des personnes de la société historique qui sont administrateurs eux-mêmes, adhérents et administrateurs de l'association. Elle va m'en rajouter encore. L'association de la sauvegarde des moulins. Bon, il y a tout le débat sur les débats écologiques, sur laisser la rivière redevenir un peu sauvage avec son flux, et donc il ne faut plus alimenter les moulins. C'est le discours qu'on a de plus en plus. Voilà. Mais autrement, il n'y a pas d'autres associations. Déjà, on a fait le tour. Et à chaque fois, le but, c'est de servir des projets. C'est pas la peine de... Moi, je comprends peut-être aussi les associations, les regroupements... Le Grand Paris, où on est aussi dedans. Ah non, on n'est pas dedans. Non, Grand Paris, on n'est pas dedans. Ah non, pas du tout. Il y a tout un tas de trucs qui se mélangent et à la fin, moi je suis un peu. Bah là, j'ai fait le tour. La seule autre, voilà, c'est après il y a l'interco. Mais je dis, il faut qu'on laisse tomber quand on n'a plus de projet. Peut-être que ça reviendra, vu les villages étoilés, si de toute façon il faudra changer les lampes grande hauteur, il faudra peut-être réadhérer pour se faire conseiller, parce que la technologie évolue. Depuis 3 ans, ça a pas mal évolué. La seule association que je n'ai pas citée, il y a beaucoup de communes qui sont adhérentes, c'est la mission locale, c'est l'accompagnement des 16-25 ans. Voilà. Donc on a, voilà, ça reste raisonnable. La liste des communes, la liste des associations de communes, là il y en a une tripotée dans tous les sens. Il doit y avoir les associations de villes de montagne, les associations de villes au bord de la mer, enfin voilà. Et puis peut-être celle dans la forêt, enfin bon, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Michel. A priori, cette association, donc c'est une adhésion annuelle, donc c'est pour 1 an. A priori, il n'y aura pas des besoins sur plusieurs années. Non, je pense pas. C'est de prendre la connaissance qu'il y a là, et puis on verra. Oui, c'est ça, tout à fait. On refait le point l'année prochaine s'il faut continuer ou pas. Mais... Le but, c'est vraiment de prendre la connaissance. Oui, c'est prendre la connaissance et puis l'utiliser, faire des échanges. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Remarques? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Horry, qui est pour? Adopté à la majorité. Merci. Note de... J'ai pas entendu. Monsieur Jean-Michel Bonneau s'abstient également. Note de synthèse numéro 5. Création d'un poste d'attaché territorial à temps complet ouvert aux agents, fonctionnaires et contractuels. Il est rappelé au conseil municipal, ça vous l'avez vu plusieurs fois, toujours la loi du 26 janvier 1984. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression d'emploi, la décision est soumise au préalable à l'avis préalable du comité technique. Suite à un mouvement de personnel, il est proposé la création d'un poste d'attaché territorial catégorie A, ouvert aux agents fonctionnaires et contractuels en vue du recrutement du directeur du service central des actions communales dans les conditions suivantes. Emploi permanent à temps complet, filière administrative, cadre d'emploi attaché, nouvel effectif 1. Cette proposition a été approuvée à l'unanimité par la commission des finances et vous avez en annexe le tableau des effectifs. Est-ce qu'il y a des questions? Des remarques? On passe au vote. Qui est contre?
Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté à l'unanimité. Merci. Note de synthèse numéro 6, création d'un poste d'adjoint d'animation à temps complet. Il est rappelé au conseil municipal que conformément à l'article, toujours la même loi, il appartient donc toujours au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet. Au 1er septembre 2018, le service jeunesse et le service éducation, jusqu'alors dissociés, ont fait l'objet d'un rapprochement sous l'étiquette petite enfance, enfance et jeunesse. Le centre de loisirs, à cette même date, a également été rattaché à ce nouveau service par le biais de sa municipalisation. Actuellement, le service petite enfance, enfance et jeunesse est piloté par un agent de catégorie C appartenant à la filière administrative. Afin de correspondre au mieux aux activités du service, il est proposé de créer un poste de catégorie C dans la filière animation afin d'y positionner l'agent dans les conditions suivantes. Donc, emploi permanent à temps complet, filière animation, adjoint animation, et donc on passera d'un effectif de 3 actuellement à 4. Cette proposition a été approuvée à l'unanimité par la commission des finances, et vous avez déjà le tableau des effectifs. Donc c'est juste une translation de la filière administrative à la filière animation. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté à l'unanimité. Merci. Note de synthèse numéro 7, refus de versement de l'indemnité de conseil au comptable du Trésor. Je donne la parole à Monsieur Doroff. Il est rappelé au conseil municipal qu'une délibération avait été adoptée décidant de verser pour la durée du mandat 100% du montant des indemnités de conseil à Monsieur le receveur principal. Il est également rappelé qu'en référence à la réponse du ministre du Budget du 30 juin 2011, une collectivité locale a la liberté de décider de verser ou non l'indemnité de conseil allouée au percepteur. Celle-ci n'est pas la contrepartie de la qualité de service que toute collectivité est en droit d'attendre des services de la Direction générale des finances publiques, mais de l'engagement personnel, souvent consenti en dehors des horaires habituels de travail du comptable. Il est par ailleurs précisé que l'article 3 de l'arrêté du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée au comptable du Trésor implique une délibération motivée lorsque le conseil municipal souhaite modifier l'attribution de cette indemnité après la délibération prise en début de fonction du comptable en date du 20 septembre 2016. Considérant que, durant la période de janvier à avril 2018, la commune n'a pas bénéficié de conseils et d'assistance personnelle du comptable du Trésor, il est proposé au conseil municipal de ne pas verser d'indemnité de conseil facultative à monsieur le comptable du Trésor pour ces 4 mois. Cette proposition a été approuvée à la majorité par la commission des finances du 8 octobre 2018. J'ai vu le sous-préfet au salon des maires des Yvelines il y a la semaine dernière, je crois. D'abord, je lui ai dit notre satisfaction quant au travail de la nouvelle trésorière, qui fait pleinement son travail. On voit nettement la différence, et je lui ai dit qu'on ne verserait pas l'indemnité à l'ancien, mais qu'on verserait à la nouvelle. Il a parfaitement compris. Il a dit effectivement, si l'ancien trésorier n'exerçait pas ses missions de conseil, il n'y a aucune raison de verser une indemnité, il a parfaitement compris. Est-ce qu'il y a des questions? Des remarques? On passe au vote. Qui est contre? Monsieur Héléret, Madame Lamotte, Monsieur Vidril, Monsieur Bertrand Bonneau, Madame Zec. Qui s'abstient? Madame Ducastel. Qui est pour? Adopté à la majorité. Note de... Il y avait des abstentions. Qui abstention? Il faut dire, parce que là, je n'ai pas les oreilles. D'accord. 2 abstentions, monsieur Jean-Michel Bruno et madame... On s'est abstenu sur le vote initial, donc c'est logique qu'on s'abstienne aussi. Vous pouvez changer d'avis. Non, mais ça, c'est une régulation d'une disposition pour laquelle on s'est abstenu. Je pense que c'est logique et normal de voter à ça. Note de synthèse numéro 8, indemnité de conseil et de confection de documents. Je donne la parole à monsieur Doroff. Bien, je ne vais pas vous relire les 2 premiers paragraphes parce que ça reprend exactement ce que je vous ai lu tout à l'heure. Par délibération numéro 2013-112 en date du 12 novembre 2013, le conseil municipal avait décidé d'autoriser l'octroi à taux plein des indemnités de conseil
municipal de la commune de Saint-Arnoult, et ce pour toute la durée du mandat. Néanmoins, compte tenu du changement de receveur municipal à compter du 1er mai 2018, il est nécessaire de délibérer à nouveau sur cet octroi d'indemnité, car ce dernier est désigné in situ personnel. Il est proposé de maintenir le même taux d'octroi que précédemment, soit 100%. À titre indicatif, les indemnités de conseil et de confection de documents budgétaires pour l'année 2018 sont de 805,92 € brut concernant le budget de la commune et de 248,13 € brut concernant le budget du cinéma locataire. Cette proposition a été approuvée à l'unanimité par la commission des finances du 8 octobre 2018. C'est bien entendu que l'indemnité sera calculée sur les 8 mois, les mois restants. Est-ce qu'il y a des questions, Monsieur Léret? Oui, à la dernière commission finances, vous nous avez annoncé, Monsieur le maire, qu'il y avait eu un travail de fait par cette dame-là en fin d'année sur le budget 2017. Et donc, ce travail, nous, on n'en a pas vu la couleur, on n'en a jamais entendu parler. Et je pense qu'on est conseillers municipaux comme tous ceux qui sont autour. Et donc, s'il y a eu un travail de fait, on aurait aimé le partager avec vous. Voilà. Je vous signale, j'ai toujours partagé les... Non, mais là, pour l'instant, on est en fin d'année, presque. Et on n'a pas vu ce travail-là datant du mois de janvier, soi-disant. Ah ben vous nous avez annoncé en janvier. En janvier, mais non, il n'y a pas eu de travail en janvier, elle n'était pas arrivée. Comment voulez-vous qu'elle fasse un travail? Oui, non, mais il n'y a pas de travail en janvier. Enfin, je ne sais pas de quoi vous parlez. Bon, ben, le travail, on serait content de le voir. Oui, ben, je vous rappelle qu'on a eu déjà plusieurs présentations du travail de la trésorerie. Oui. Moi, quand j'étais élu dans l'opposition de 2006 à 2010, je n'ai eu aucune présentation. Pourtant, le trésorier, je pense, faisait du conseil à la commune. Mais nous, on fait. Donc, on fera. Mais vous permettez qu'on fasse... Donc, si on veut bien voter pour un travail, mais si on veut bien voter pour un travail, mais il faudrait voir le travail. Voilà. On l'a reçu la semaine dernière. Oui. Lors du conseil municipal du mois dernier, justement, il y a eu pas mal de régularisation, justement. Oui, on a vu le travail déjà. Bien sûr. De dettes éteintes qui était faite, qui venait de plusieurs années précédentes. Elle a fait déjà un ménage à cet endroit-là. Non, mais ce n'est pas toutes les régules qu'on veut voir. C'est une analyse de l'année 2017. Parce que les régules, bon, il y en a toujours. Analyse 2017, je ne suis pas sûr qu'on ait, on n'a pas. Hein, je sais pas. C'est le travail qui est fait. Et voilà. Non, parce qu'il y en a eu un qui était venu nous présenter un travail. Oui, tout à fait. D'analyse. Oui, tout à fait. Ça, il faut qu'elle le fasse, le travail d'analyse. Ah bah oui, tout à fait. Qu'elle a fait comme travail. Oui, il faudrait que déjà qu'elle le fasse. On met au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Ducastel, qui est pour? Adopté à la majorité. Note de synthèse numéro 9, subvention foncière pour les logements sociaux. Je donne la parole à Monsieur Doroff. Il est rappelé au conseil municipal que dans le cadre de l'opération de revitalisation du centre-ville, qui va concerner un programme global de 46 logements avec des commerces en pied d'immeuble, 23 logements sociaux vont être réalisés. Le programme social prévoit 16 logements au sein d'un immeuble collectif et 7 maisons individuelles financées en plus pour 11 logements, PLAI pour 7 logements et PLS pour 5 logements, et propose la typologie suivante: 7T2, 9T3, 5T4 et 2T5. Comme évoqué lors de la délibération numéro 2017-057 du 19 septembre 2017, l'opération sera réalisée par Immobilière 3F. Le foncier de l'opération est porté par l'EFIP dans le cadre d'une convention d'action foncière passée avec la commune. Afin de favoriser le développement de cette opération qui répond aux objectifs de la commune en termes de développement de l'offre de logements locatifs sociaux, il est proposé de verser une subvention foncière telle que visée par les articles L. 302.7 du Code de la construction et de l'habitation
et L 2254.1 du Code général des collectivités territoriales d'un montant de 160 000 € au bailleur social qui sera chargé de la réalisation de cette opération, soit la société immobilière 3F. Pour mémoire, une première subvention foncière a été versée au titre de l'exercice 2017 à I3F pour un montant de 160 000 €. À l'issue de l'exercice 2018, le montant total versé à I3F pour le programme de centre-ville, après la présente délibération, s'élèvera à 320 000 €. C'est cette proposition qui est soumise à votre approbation. Cette proposition a été approuvée à l'unanimité par la Commission des finances du 8 octobre 2018. Ils ont délibéré. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté à l'unanimité. Note de synthèse numéro 10, adhésion au contrat groupe d'assurance statutaire du CIG. Le conseil municipal est informé que la commune a demandé au centre interdépartemental de gestion de la Grande Couronne de la région Île-de-France de négocier un contrat d'assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge. En vertu de l'application des textes régissant le statut de ces agents, en application de l'article 26 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret ad hoc. Il est précisé que le CIG a communiqué à la commune les résultats la concernant. Il s'avère que le prestataire retenu, la société Sofaxis, actuellement prestataire en charge du contrat d'assurance statutaire depuis 2016, propose des taux plus favorables que les deux autres opérateurs ayant fait acte de candidature. Les caractéristiques du contrat proposé sont les suivantes. Durée du contrat, 4 ans, avec une date d'effet au 1er janvier 2019. Vous avez ensuite le tableau qui est proposé avec les nouveaux taux et, pour mémoire, les taux précédents. On voit bien sûr une augmentation d'un certain nombre de taux, une baisse de certains également. Et puis, en deux, c'est pour les agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRS-RACL ou les agents non titulaires, là aussi, on a un changement de taux, une baisse. Cette proposition a été approuvée à l'unanimité par la Commission des finances. Vous avez le rapport d'analyse du CIG en annexe. Donc là, c'est pour un 4 ans. C'était déjà avec le CIG que nous avions notre contrat d'assurance statutaire. Le point, c'est d'être un certain nombre de communes ensemble à adhérer pour avoir des tarifs plus intéressants. On fait que partie des communes plutôt bon élève, c'est-à-dire que on paierait peut-être moins cher si on était... si on n'avait pas une commune qui avait des coûts plus élevés du fait de l'absentéisme, cette assertion est fausse dans le sens où on serait tout seul, donc on n'aurait pas la masse critique. Donc, et puis en plus, on aurait à gérer le contrat, à lancer un marché public. Donc au final, on est quand même gagnant de participer au groupement de commandes. Est-ce qu'il y a des questions, Monsieur Léret? Je vous ai posé la question l'autre jour, en commission finance toujours, si c'était un contrat global pour toutes les communes, c'est-à-dire que si tout le monde avait les mêmes taux, les mêmes conditions, vous m'avez dit que oui. Et il s'avère que hier, une collectivité, on a voté pour le même contrat. Oui. Et les taux sont différents. Alors les taux sont pareils ou différents? Ah non, par exemple, longue maladie pour les mêmes... c'est 2,17 et à la communauté, c'est 1,64. On en arrive à un total, nous, de 3,95 et la communauté est à 3,44. J'ai les deux délibres avec les deux mêmes prestataires et donc il y a bien des différenciations. Est-ce que c'est selon l'utilisation de la commune les années précédentes ou pas? C'est la question que je vous pose. Il n'y a pas la sinistralité qui est prise en compte aussi? Par vérifier, je vais demander au service de vérifier. Bon, là, la différence, c'est qu'on avait une intercommunalité hier, donc c'est encore différent.
Ce qui est intéressant, c'est la phrase, je crois que c'est vous qui avez rédigé, hein, il est précisé que le CIG a communiqué à la commune les résultats la concernant. On peut subodorer, mais il s'agit donc c'est en fonction de chaque commune. De la sinistralité, mais on va vérifier. Non, Madame Gillot ne croit pas. Donc on va revérifier. Parce que là, il y a des ne croit pas, c'est pas sûr. points d'écart. Tout à fait. Non, je pense que ça dépend plutôt de la typologie. Commune et PCI, c'est pas les mêmes agents qui sont assurés. Donc on a D'accord. d'autres sinistralités établies par métier. On va vérifier. Le point qu'on me signale, c'est que c'est peut-être pas la sinistralité, mais c'est la typologie des agents. Là, à l'intercommunalité, vous avez un taux de catégorie A et B nettement supérieur. À la commune, il y a aussi peut-être un peu plus de contractuels. Enfin, faut regarder. Il y a des typologies qui peuvent être différentes, qui influent sur les taux. Donc on va regarder ça et puis vous redire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Bertrand Bruno, Madame Zec, Monsieur Héléret, Monsieur Vidril, Madame Lamotte, Madame Ducastel. Qui est pour? Adopté à la majorité. Note de synthèse numéro 11, approbation d'une convention relative à la perception de la monnaie locale. Le conseil municipal est informé que l'association sans but lucratif, la Racine, monnaie locale 6 de Château de la Madeleine, à Chevreuse, gère la monnaie locale complémentaire, la Racine. La Racine est un outil de défense du commerce de proximité, de protection de l'environnement, de renforcement de l'économie locale, de l'emploi local et du lien social. Nous avions eu une présentation au dernier conseil ou le conseil d'avant. Une racine correspond à 1 euro. La racine est en effet un outil de relocalisation, de la dynamisation et de l'économie de la vallée de Chevreuse, qui réoriente une partie du pouvoir d'achat local vers le commerce et les services de proximité, vers les producteurs locaux et les associations du territoire. La racine relocalise l'économie car une racine ne peut être dépensée que dans des commerces, entreprises et associations agréées. De plus, ces commerces, entreprises et associations recevant des racines ne peuvent les reconvertir en euros qu'en s'acquittant d'une commission de 1 puis 2% à l'avenir. La commune désirant s'associer à cette initiative propose de signer une convention permettant de percevoir la monnaie locale pour l'acquittement de certains services municipaux. En premier lieu, le paiement des places de cinéma au cratère. L'adhésion à l'association représente une cotisation minimum de 30 euros. Par ailleurs, compte tenu du fait que les racines qui seront perçues ne pourront pour l'instant être utilisées par la commune pour s'acquitter de dépenses, elles devront être reconverties en euros. Cette opération de reconversion nécessitera l'application de frais correspondant à 1%, puis 2% à l'avenir. Des racines reconverties. Exemple, la commune dispose de 100 racines à reconvertir, elle les renvoie à l'association qui lui versera 100 euros moins 1 euro de reconversion, soit 99 euros. Les modalités détaillées figurent dans le projet de convention. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention relative à la perception de la monnaie locale, la racine, à conclure avec l'association La Racine Monnaie Locale et d'autoriser monsieur le maire à signer la dite convention. Cette proposition a été approuvée à la majorité de la commission des finances du 8 octobre. Est-ce qu'il y a des questions? Des remarques? On passe au vote. Qui est contre? Monsieur Héléret, Madame Lamotte, Monsieur Vidril, Monsieur Bertrand Bonneau, Madame Zec, qui, si j'en étais quoi, un contre, oui. Qui s'abstient, Monsieur Deroff, Madame Collin, Madame Ducastel, qui est pour, adopté à la majorité. Approbation d'une convention type de vente d'espace publicitaire au cinéma Le Cratère. Je donne la parole à Monsieur Raveau. Le conseil municipal est informé qu'afin d'augmenter les recettes du budget de la régie d'exploitation du cinéma Le Cratère, il est possible de vendre des espaces publicitaires sur les différents supports de communication du Cratère. Ainsi, des publicités d'annonceurs locaux pourraient être diffusées de la façon suivante. Une projection en pré-séance sur un slide de 15 secondes, diffusée une fois 5 à 8 minutes avant la projection de chaque film, qui correspond à une diffusion entre 1 et 2 fois durant les 30 minutes précédant la projection du film. Un encart d'un quart de page intégré dans la brochure mensuelle, juillet-août
concentré sur une telle brochure de cinéma. Cette brochure est imprimée, pour rappel, à 18 000 exemplaires et diffusée dans 25 villes alentours. L'intégration du support publicitaire de l'annonceur sur le site internet du cinéma. La diffusion du support publicitaire pourrait être effectuée durant un mois, donnant la possibilité de conclure une diffusion sur plusieurs mois non consécutifs, 6 mois ou 1 an. Les tarifs suivants avaient été précédemment votés par délibération du Conseil municipal 2015-053 du 7 juillet 2015. Cette nouvelle délibération propose un tarif, les F, pour la diffusion du support publicitaire sur deux nouveaux écrans que l'on va implanter dans le hall. Et les tarifs proposés sont les suivants. Donc les tarifs proposés que vous avez en dessous dans les différents tableaux sont inchangés depuis 2015. On rajoute le tableau F, le dernier, donc qui est sur les supports, sur les nouveaux écrans d'information que l'on va implanter dans le hall du cratère. Il est précisé que la conception des supports de publicité sera effectuée par les services municipaux qui se chargeront également de prospecter les potentiels annonceurs. Pour permettre la vente de ces espaces publicitaires, il sera nécessaire de conclure avec les annonceurs une convention dont le modèle type vous est joint en annexe. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention type de vente d'espaces publicitaires dans les divers supports de communication du cinéma et de fixer les tarifs de vente de ces espaces publicitaires. Et enfin, autoriser monsieur le maire à conclure les conventions à intervenir avec les annonceurs. Cette proposition a été approuvée à l'unanimité par la commission finances du 8 octobre dernier. Et l'annexe suivante vous a été transmise par courriel le 10 octobre. Donc, dans la convention, cette convention permet de fixer avec les différents annonceurs potentiels où ils veulent mettre leur annonce publicitaire. Donc ils ont le choix sur tous les modes, en choisir un et ou plusieurs, et sur leur durée. Donc un mois, 6 mois ou 1 an. Donc en combinant les points 1, 2, 3, 4 de l'article 2, puis les tarifs dans les différents supports, on arrive au montant de la convention. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, juste pour, on avait déjà cette convention en fait. Oui, hein, pour ceux qui, on rajoute le tableau F parce qu'on rajoute le tableau F. Et est-ce qu'on a un petit peu de recul sur le succès de cette convention depuis 3 ans? Enfin, ça marchote. Donc on espère les attirer avec des écrans d'affichage dynamique. On est encore en train de prospecter. J'ai fait plusieurs fois le tour des différents annonceurs. Là, je suis allé réclamer à Century leur convention qu'ils ne nous ont toujours pas renvoyée. Bien entendu, je suis tombé sur une seule personne parce que tous les autres étaient partis en province. Donc, elle transmettrait. Il va falloir qu'il retourne pour le habituel. Non, ça. Mais si, de toute façon, tout argent est bon à prendre pour que le cratère diminue le montant de la subvention que la mairie lui verse. très bien. Est-ce qu'il y a des... Oui, Michel? Oui, je voulais savoir comment a été choisi le montant, parce qu'il y en a certains qui me paraissent assez élevés. Les moyennes, c'est ce qu'il y a. Donc, par exemple, pour la brochure mensuelle, vous faites qu'elle diffuse. La brochure mensuelle, c'est ce qu'on trouve avec les termes. Comme si elle diffusait 18 000 exemplaires sur 25 communes, c'est un impact beaucoup plus fort qu'un écran ou même une projection sur l'écran avant le film. D'accord. Donc évidemment, ça, on le fait payer plus cher. C'est comme la publicité à la télévision. Quand ça passe avant le 20h, ça coûte beaucoup plus cher que si ça passe à 24h. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, si je fais une petite remarque, ça met sur la précédente convention, ça ne m'avait pas choqué. Il y a les tarifs qui ne s'appliquent pas si l'annonceur vient déjà avec son slide. Et puis il est précisé que le support publicitaire est fait par les services. Alors en cas de conception, peut-être plutôt c'est les services municipaux qui... Oui, parce qu'on laisse la possibilité, dans la convention, il est bien précisé qu'on laisse la possibilité, on fixe juste le format du fichier à fournir. Après, bien entendu, on vérifie le contenu de la publicité pour que
Ça puisse être diffusable. Bah oui. Il y a d'autres questions? Pas de remarques? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté. Merci. Note de synthèse. Donc numéro 13, il n'y a pas de note de synthèse, mais la question c'est la possibilité d'aider les communes sinistrées de l'Aude, soit, alors il y a des possibilités, soit via le département de l'Aude, soit via des associations comme le Secours Populaire. On pourrait verser 1 000 € au Secours Populaire pour voilà, qu'ils puissent aider ceux qui sont en difficulté actuellement dans l'Aude. Donc je voulais savoir ce que vous en pensiez, et si c'est quelque chose qui vous agrée. Pas de note de synthèse à vous proposer, elle va être rédigée demain. L'essentiel, c'est effectivement le montant, le destinataire et la destination des sommes, si c'est à destination des collectivités ou des particuliers. Voilà. Secours populaire, 1 000 €, ça peut être, et puis à destination peut-être des particuliers. C'est plus facile à gérer pour le secours populaire, j'imagine. C'est plus direct pour là, ça va. Oui, c'est ça. Oui. Oui, parce que les recettes ne sont pas affectées de toute façon. Donc ça serait plus. Oui. Ça vous convient à tout le monde? Je passe. Je fais voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Voter à l'unanimité. Merci pour les habitants de l'Aude. Ça termine le conseil. Monsieur Vidril. Deux petits points. Il y a quelque temps, vous a été signalé un manque d'entretien d'une aire de jeu pour enfants. Vous avez répondu à juste titre que cette aire de jeu était à la charge de Rambouillet Territoire et que vous regrettez que l'entretien ne soit pas fait. Ce soir, je vous parle de l'aire de jeu pour les enfants de 2 à 8 ans située dans le parc Arsenault, dont la municipalité a la charge. Je joins 3 photographies à cette question présentée lors de ce conseil. La photographie 1 est une vue générale de la partie concernée. La photographie 2 montre l'entrée libre de cette aire. Et la photographie 3 montre le jeu cassé. Cette situation perdure depuis plusieurs mois. Monsieur le maire, quand ferez-vous le nécessaire pour assurer d'une part la maintenance de cette aire de jeu, d'autre part la sécurité du jeune enfant? C'est une question orale. Elle est située où, l'aire de jeu? Vous l'avez pas cité? Parc Arsenault, dans le bas? C'est l'aire de jeu pour les enfants. Le long de Kameskas? Le long de la rue des Remparts, je veux dire. Dans l'enceinte. Oui, bien sûr. C'est pour ça que c'est pas à nous. Non, elle n'est pas à nous. Alors, si elle n'est pas à nous, il faudrait que vous enleviez le panneau. Il ne faut pas trop sourire. Il faudrait que vous enleviez le panneau qui dit que c'est à vous. Que vous avez dû installer, parce que c'est pas nous qui l'avons installé, mais oui, on peut l'enlever. On l'a installé, elle était à la mairie. Si vous l'avez remis à quelqu'un, il fallait enlever le panneau. C'est à Rambouillet Territoire. C'est de la POC, c'est de déposer le panneau. Le panneau dit bien oui, bon, on peut enlever le panneau. La maintenance est assurée par la mairie de Saint-Arnaud. Peut-être que vous assuriez la maintenance, mais maintenant la maintenance c'est écart parce que c'est le jeu de Rambouillet Territoire. On a déjà, c'est plus compliqué que ça. Je corrige. C'est la propriété de Rambouillet Territoire, mais la convention signée par chaque commune avec Rambouillet Territoire est vicieuse. Elle est vicieuse puisque s'il y a dégradation, c'est à la commune de réparer. Quand je dis à la commune de réparer, c'est vicieux. Parce que c'est pas à nous de réparer, c'est à Rambouillet Territoire de réparer et de nous facturer. Ah oui, non mais... Voilà. C'est-à-dire qu'on a une intercommunalité qui aime bien installer des choses, mais alors dès que c'est des coûts d'entretien, c'est aux frais des communes. Donc ça c'est un vrai sujet pour le prochain projet de territoire qu'on attend toujours. Voilà, donc on pourra
pourra revérifier ce que fait. Hein. Il y a aussi alors, on a donc l'Aire des gens du voyage, qui est le plus gros investissement de Rambouillet Territoire, qui est fermé depuis 2 ans. On a Plus gros investissement sur la commune. Sur notre commune, c'était 700 000 euros, hein, à l'époque, si je me souviens, quand on a rejoint. 1 million quand on a rejoint. 900, quand on a rejoint en 2007, donc c'est le plus gros investissement sur notre commune. Hein. Le conservatoire était à nous. Comme je vous l'ai dit au début, l'ALEC, les conseils en énergie, c'est fermé. Les 2 bornes de recharge électrique sur la rue à côté de la place Jean Moulin, si vous avez remarqué, ça fait au moins 3 semaines qu'elle ne fonctionne plus, et quand on appelle le prestataire, là on attend toujours. Hein. Moi j'ai eu un contact avec lui un week-end. Voilà, on est sur un phénomène de dégradation, voilà, du service qui est un peu inquiétant. On verra ce qu'il en est. Enfin, encore discuter avec Rambouillet Territoire, mais bon, c'est pas très réjouissant, parce que déjà avant tout ça, je disais qu'on n'avait pas beaucoup d'investissement sur la commune, hormis cette aire des gens du voyage. Je pense qu'il n'y aura pas grand-chose de fait avant les élections, de toute façon, d'ici un an, parce qu'il faut revoter. Il n'y a toujours pas de projet de territoire. Ça va faire 2 ans qu'on a fusionné au 1er janvier 2017 avec les 2 autres intercommunalités. On aurait dû, d'ici la fin de l'année, au moins avoir un projet de territoire au moins succès. C'est pas le cas. Voilà. Maintenant, je pense que Rambouillet Territoire, comme toutes les communes de France, voilà, sont sous la pression des baisses des dotations. Il y a une vraie surcharge des services dans toutes les collectivités territoriales. Donc moi, je suis là pour dire les faits. Je ne suis pas là pour tirer sur l'ambulance, parce que nous aussi, on a nos propres difficultés. Les baisses de dotation d'État devaient se terminer le 31 décembre 2017. Ça continue, on a perdu 30 000 euros cette année. Officiellement, l'enveloppe globale est toujours la même, elle est restée constante, mais les phénomènes de réorganisation des intercommunalités ont fait qu'on a perdu 30 000 euros, c'est-à-dire qu'on a perdu un agent en termes de financement. Et pour l'année prochaine, je le cite de mémoire, puisque j'étais la semaine dernière en réunion là-dessus, l'enveloppe sera constante, mais sur l'enveloppe sera pris l'aide pour Saint-Martin, évaluée, et c'est là où c'est de mémoire, à 64 millions d'euros. Donc là aussi, vaste communicant, il faut s'attendre à une baisse de notre dotation et des dotations des communes l'année prochaine. Évidemment, il faut aider Saint-Martin, mais quand même l'État pourrait le faire sur un budget d'aide collectif à des collectivités, plutôt que de le prendre sur la dotation globale des communes. Donc on n'a pas fini de voir cette baisse. Donc la pression, elle est chez nous, elle est dans toutes les communes, elle est aussi, je sais, à Rambouillet Territoire, parce qu'ils ont aussi une charge importante avec, bien sûr, tout ce qui nous tombe de l'État depuis longtemps, les réalisations à faire. Et puis les 2 investissements de Rambouillet Territoire, quand même, hein, on rappelle la piscine et la zone du Bel Air, qui absorbent le budget. Qui absorbent le budget. Enfin, pour en revenir à la question écrite, les Arnolfiens voient ce panneau qui dit que c'est la commune qui a la charge. Si la commune n'a pas la charge, on va corriger, on va dire Rambouillet Territoire à la charge. Les Arnolfiens, c'est ce qu'ils charge en termes de coût. Le panneau ne peut pas tout expliquer. On n'a pas la charge. Oui, on a la charge. On n'a pas la charge de l'entretien. C'est seulement en cas de dégradation volontaire. Hein. Voilà. Les pannes, non, c'est pas nous. Les dégradations volontaires, c'est nous. Voilà. Monsieur Vidry. Un autre point qui concerne le plan de circulation, la partie des sens uniques qui ont été mis en place. La première section, c'était Sorbier-Arbalète. Bon, depuis que j'étais intervenu, il y a des choses qui ont été faites, c'est bien. Tout est terminé. Ouais. Sauf que le tour à gauche qui se situe dans la rue de Nuisement pour signaler aux gens qui n'ont pas tourné dans la rue de l'Arbalète, il est implanté dans une haie. Oui. Voilà. J'ai eu ce débat, il paraît qu'on ne peut pas toucher soit on demande aux gens de pas la haie, toucher soit on met le panneau en dehors de la haie. Le panneau est en fait. Mais implanter un panneau tout neuf dans une haie, comme il n'y avait pas voir un panneau, c'est quand même pas clair. Bon, et le on va regarder ça. Point,
c'est sur la partie Sorbière-Valette, dans la rue Sorbière-Valette, Genet-d'Or, Fleur de Lys. En haut de la rue des Genet-d'Or, il y avait un stop et une présignalisation de stop. Les services ont enlevé les panneaux. Ça serait bien qu'ils enlèvent aussi les supports qui sont sur le trottoir. Et de plus, un point qui est... C'est en bas où il y a les panneaux de... Non, le stop était en haut de la rue des Genet-d'Or en arrivant sur la Martinière. Les panneaux sont enlevés, mais pas les supports. Et un point plus embêtant, c'est quand vous montez la Fleur de Lys, qui est donc signalée à sens unique depuis le bas, et que vous arrivez au carrefour avec la rue des Papereaux, cette rue devient à double sens, et ça n'est pas signalé aux usagers de la route, qui, eux, pensent qu'ils sont toujours à sens unique. Et que là, il vous faut mettre un panneau signalant qu'on est à double sens. C'est plus prudent. C'est même recommandé. Hein? C'est même recommandé. Oui, oui, oui. Nécessité. Ouais, ils ont une priorité à droite, ils sont censés ralentir. Oui, bon. Oui, mais c'est le véhicule qui arrive en face. Il arrive en face. Je vous remercie. Lionel Horry. C'est pas fini, Lionel Horry? Je voudrais faire une petite intervention par rapport au travail de notre député Aurore Berger ces derniers jours. C'est une personne qui aime bien se répandre dans les médias, qui aime bien donner des leçons à tout le monde, tout ça, qui est très intelligente. Hein. Il y a eu un texte qui a été proposé par un député d'opposition sur la revalorisation des aides données aux aidants pour les enfants handicapés. Oui, c'est vrai. Et notre cher député fait partie des députés En Marche qui ont voté contre la mise en discussion de ce texte-là. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ces gens-là sont rémunérés à hauteur de 600 à 700 euros. Si ça avait été un peu plus... ça n'aurait pas coûté très cher à l'État, au moins une discussion. Donc j'aimerais bien qu'on dise à cette personne-là, je pense que tu rencontres de temps en temps, qu'il faut choisir ses combats, qu'il faut bien les choisir. Parce que ça se sait quand on prend des positions comme ça qui vont quand même à l'encontre du bien d'enfants et de personnes handicapées. Enfants qu'on a déjà du mal à faire rentrer dans le milieu scolaire, où les parents et les familles ont des difficultés délirantes pour trouver des aides et pour être accompagnés. Donc les établissements qui ne peuvent pas les prendre, les établissements spécifiques qui n'existent pas en France. Donc je pense qu'il serait bon qu'elle fasse un travail sur elle-même au lieu de venir donner des leçons à tout le monde. C'est d'ailleurs relayé dans les médias. Tu as raison. C'est bien de venir voir les deux commerces qui se sont fait casser les vitrines de Saint-Armand. Il y a aussi des choses très importantes qui sont à faire et qui ne touchent pas que deux commerces. Enregistré, j'en toucherai un mot, je pense, j'avais au mois de décembre. D'autant plus que, si vous me le permettez, M. Maire, d'autant plus que j'ai participé à une réunion de travail avec Aurore Berger, justement, sur l'école et le handicap, et pour qu'elle puisse faire rapporteur, parce qu'elle avait rapporté, elle était rapporteur d'un projet. Oui. L'année dernière, et donc on a été consulté sur les enfants et le handicap à l'école, etc. pour au final ça j'ai réalisé. C'est également bêtement. C'est noté. Bon, ça clôt le conseil. Je vous remercie et puis à bientôt. Le prochain conseil, c'est le 27 novembre, à moins qu'on ait besoin d'en avoir un autre. Voilà.